Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreux à participer à ce webinaire, que nous organisons à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées qui a lieu en ce moment, jusqu'à la fin de la semaine. Ce webinaire qui est intitulé Emploi et handicap, enjeux et leviers de la RQTH. On va voir ensemble tout ce qui est autour de la RQTH. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nadia Sekai, que j'invite à se présenter. Bonjour Nadia. Bonjour Redouane. Dans un premier temps, donc, je tiens à remercier le groupe Talent Handicap de m'avoir associé à ce webinaire que j'ai plaisir à présenter avec toi, Redouane. Pour la partie présentation, donc effectivement, j'ai accompagné pendant 15 ans les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés en tant que conseillère en insertion professionnelle Cap Emploi. Aujourd'hui, je suis donc consultante handicap en charge de l'accompagnement des entreprises pour la mise en place et le déploiement des politiques handicap. J'interviens donc essentiellement sur les axes de la formation et de la sensibilisation. Et je suis en parallèle donc référente handicap pour Omnes Éducation, qui est un groupe d'enseignement supérieur qui porte notamment les écoles de l'INSEC. Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup Nadia. Le plaisir est partagé pour co-animer ensemble ce webinaire et effectivement bénéficier de ton expertise sur le sujet. Moi, Redouane Bellani, donc je suis cofondateur et président de Groupe Talent Handicap. On va profiter de ces premières minutes, le temps que le maximum se connecte, de vous présenter Talent Handicap. Donc Talent Handicap, Groupe Talent Handicap existe depuis un peu plus de 15 ans. Donc on est né vraiment avec le digital, avec deux grands services. D'abord les forums en ligne, Talent Handicap, qui ont pour objectif de faciliter et de rapprocher les candidats en situation de handicap des employeurs. Donc là, on est vraiment là pour faciliter le recrutement de manière adaptée, qui favorise l'égalité des chances et qui offre aux candidats un recrutement dans les meilleures conditions, adapté à leurs besoins et à leurs aptitudes. Et on a aussi un deuxième axe, donc un deuxième service, qui est Talent Handicap Formation. Talent Handicap Formation permet de former, sensibiliser les équipes au sein des employeurs pour qu'ils puissent être des acteurs de l'inclusion dans leur organisation. Côté forum, au-delà du recrutement, ça permet aussi de valoriser l'engagement des employeurs pour le handicap, montrer que les employeurs sont vraiment volontaires, engagés et handi accueillants. Donc, donner envie à des collaborateurs de les rejoindre. Voilà pour ce qui est de Groupe Talent Handicap, en quelques mots. Pourquoi ce webinaire, hein, je rappelle que la SEPH de cette année a pour thématique d'assurer, en fait, on a vraiment une vraie égalité des chances dans l'emploi des personnes en situation de handicap, et ce webinaire, il est vraiment en lien avec cette thématique. Je rappelle également quelques événements de la SEPH qui concernent le groupe Talent Handicap. On a d'abord la SEPH du 18 au 24 novembre. Comme je l'ai dit, handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances, qui est le sujet de cette SEPH. C'est un vrai sujet, l'égalité des chances. Il y a aussi le Due Day, le 21 novembre. C'est une journée où des collaborateurs dans de nombreuses entreprises qui y participent accueillent des personnes en situation de handicap pour passer une journée avec eux. C'est un peu une immersion avec un métier. Donc c'est une journée intéressante de rapprocher et de favoriser le contact entre le milieu du travail et les personnes en situation de handicap. Il y a aussi un salon, Paris pour l'emploi, place de la Concorde. C'est un grand salon qui d'ailleurs intègre un espace emploi handicap, et Talent Handicap y sera, donc stand S16. Et bien sûr, on a un autre forum emploi, le forum en ligne Talent Handicap, qui, je rappelle qu'on organise, pour ceux qui ne le savent pas, 5 forums chaque année, et dans un forum
qui est organisé spécialement à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Sauf que nous, le forum, il dure 3 semaines. Hein, il commence bien avant. Donc, il a commencé le 8 novembre. Il va se terminer le 28 novembre. Voilà un peu une petite introduction. Il est 11h05. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Pour information, d'abord, on préfère répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. C'est plus simple pour nous. Donc, on a Laura qui est là aussi pour comment dire, surveiller et vérifier vos questions et nous les passer. Et deuxième élément, vous avez un bouton en dessous du support, enfin, en tout cas en dessous du webinaire, qui vous permet de demander le support. Donc ce support qu'on partage avec vous, il peut vous être envoyé sur demande. Et on va également vous envoyer des liens utiles qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà. Donc là, j'invite Nadia à rappeler les objectifs de ce webinaire. Merci Redouane. Effectivement, donc avec Redouane, on a souhaité vous proposer ce webinaire dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées parce qu'on estime que c'est un temps très fort tant pour les acteurs du handicap que pour les entreprises. Effectivement, pour les entreprises, ça peut être le moment soit d'impulser sa politique handicap, soit d'ancrer en fait son engagement en faveur des personnes handicapées et de faire passer le message auprès des collaborateurs que le handicap est pris en main donc par l'entreprise en question qui porte la politique. On vous propose donc aujourd'hui de vous interroger avec nous sur les raisons qui nous poussent aujourd'hui à penser que l'ensemble des acteurs est concerné par le handicap, de poursuivre avec l'importance de ne pas dissimuler sa situation de handicap. On fera également un focus sur les enjeux et les leviers de la RQTH et on terminera avec la révélation, comment la favoriser et la faciliter. L'idée de ce webinaire est bien entendu de vous apporter un maximum de solutions et de réponses concrètes pour vous aider à mieux accompagner donc les collaborateurs. Très bien, merci. Merci Nadia. Donc là, je t'invite à répondre à cette question qui est très très importante avant d'aller dans le vif du sujet. D'abord, pourquoi nous sommes tous concernés par le handicap? Donc si tu peux nous répondre à cette question, Nadia. Alors effectivement, pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur deux notions chiffrées. Si tu veux bien tourner la slide, Redouane. Voilà, deux notions chiffrées qui sont donc importantes et connues dans notre secteur. La première étant de dire simplement qu'une personne sur deux est touchée par un handicap au cours de sa vie professionnelle et que l'âge moyen de surveillance donc d'un handicap se trouve aux alentours de 50 ans. Ces deux premières notions, en fait, elles permettent de faire face à une réalité qui est de dire que bien qu'une personne aujourd'hui, à l'instant T, elle ne soit pas directement concernée par la problématique de santé, elle puisse effectivement connaître un peu plus tard une problématique de santé et se retrouver elle-même en situation de handicap. Donc effectivement, le handicap n'est pas si loin que ça. On ne vous le souhaite pas, on le souhaite à personne bien entendu, mais malheureusement les statistiques sont là pour le dire, qu'on peut à tout moment effectivement être également concerné par une problématique de santé. Généralement, cette problématique de santé, elle va se révéler du fait d'un accident, du fait d'une maladie ou simplement du vieillissement de la personne. Donc voilà. On souhaitait également illustrer nos propos avec l'information qui est de dire que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Cela laisse supposer qu'effectivement, finalement, le handicap soit bien plus présent dans les entreprises qu'on puisse le penser et qu'une personne qui peut s'imaginer être complètement éloignée de la problématique du handicap, finalement, soit au quotidien potentiellement en lien et en relation avec des personnes en situation de handicap. Ça peut être la personne qu'on prend, avec qui on prend le café tous les matins, qui n'a pas du tout fait part finalement de sa situation de santé et qui ne souhaite pas en faire part aux collègues, mais qui pourtant effectivement se trouve dans une situation de handicap. Et une personne, bien entendu, n'est pas à l'abri non plus donc d'être témoin d'une problématique, notamment en cas de crise ou de malaise d'un collègue, d'un candidat ou toute autre personne, tout autre acteur de l'entreprise, et qu'on ait effectivement à intervenir
pour pouvoir secourir la personne en fait qui se trouve en difficulté. Donc vraiment, il est important d'avoir en tête que le handicap, bien qu'il puisse sembler complètement éloigné de nos vies, que malheureusement ou pas, on puisse imaginer que effectivement on soit directement ou indirectement concerné par la problématique de santé. Très, très bien, merci Nadia. Effectivement, on peut penser, même je prends le cas d'un manager, il peut se dire, moi j'ai jamais été face à un candidat en situation de handicap, donc je vais pas m'intéresser, je me sens pas concerné, mais si demain on recrute, le manager recrute et il a un candidat en face, si il n'a pas pris conscience et il n'a pas compris ce qu'est le handicap, etc., il risque de discriminer, d'exclure, de ne pas prendre en compte les besoins de la personne, etc. On peut être face à un client, on peut être soi-même, parce que comme l'a dit Nadia, n'importe quel moment est touché, un proche peut être touché, mais évidemment, on le souhaite à personne. Merci Nadia, on va poursuivre. Je ne sais pas ce que tu souhaites ajouter sur cette partie. Alors, simplement ajouter effectivement que il est important pour une entreprise, à notre sens en tout cas, de faire en sorte qu'une politique handicap soit inclusive et de passer en fait le message auprès des collaborateurs à travers de nombreuses actions en fait existantes que si toutefois la situation de santé était amenée à être dégradée à un moment donné et que la personne soit amenée à demander sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle puisse compter sur l'entreprise en question parce qu'elle se sentira en fait en confiance, en sécurité pour aborder sa problématique de santé. Voilà, donc le handicap effectivement nous concerne tous finalement. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, la révélation du handicap reste difficile pour les personnes en situation de handicap. Donc, je te laisse voir, Redouane, pour nous expliquer pourquoi on peut dire donc la tendance est plutôt à la dissimulation aujourd'hui de la RQTH et que finalement, quand on est amené à la dévoiler, cette problématique de santé, il est parfois trop tard pour la personne et pour l'entreprise pour agir. Très bien, merci Nadia. Effectivement, la tendance, hein, les personnes en situation de handicap, ils ont tendance aujourd'hui à ne pas indiquer leur situation de handicap. Évidemment, il ne s'agit pas d'indiquer sans handicap, hein. Le handicap, ça c'est plutôt quelque chose de confidentiel qui concerne les professionnels de santé. Ça, on peut en parler à son médecin de travail, mais au travail, il est juste question de mentionner ou de parler ou d'indiquer ses besoins liés à son handicap. Donc c'est pour ça qu'on va plus parler de la situation de handicap par rapport à l'environnement où on est. Donc pourquoi on a cette tendance à ne pas indiquer? Des fois, je dis exprès indiquer, non pas dissimuler, parce que des fois, on n'est pas là pour dissimuler, on n'est même pas conscient qu'on a un handicap à dissimuler. Donc il y a beaucoup qui ne savent pas. Et la connaissance du handicap permet de savoir si ce qu'on a comme problème de santé, par exemple, dans la loi, les maladies invalidantes, les maladies chroniques font partie des handicaps. Donc, quand on a un diabète, une hypertension, un cancer même après guérison, il est considéré comme une situation de handicap parce qu'on n'a pas les mêmes conditions, on se fatigue plus vite, etc. Et du coup, c'est important de faire comprendre aux personnes ce qu'est un handicap, qu'est-ce que ça peut leur apporter, etc. Donc, pourquoi on le dissimule? Donc, pour ceux qui le savent et le dissimulent, c'est aussi parce que, comme l'a dit Nadia au début, 80% des handicaps sont invisibles. Du coup, on est tenté de le cacher parce qu'on a peur de la discrimination. Discrimination existe malheureusement, souvent même inconsciente, mais elle existe, et des études le montrent. On a peur aussi de la stigmatisation au travail. On a peur des répercussions sur la carrière, donc c'est lié à la discrimination. Donc il y a cette crainte. Donc si on est dans une entreprise inclusive
qui favorise une réelle égalité des chances, c'est-à-dire que une personne avec un handicap, elle va évoluer en fonction de ses possibilités, sans discrimination, qu'il n'y a pas de stigmatisation, qu'il y a une bonne compréhension des situations de chacun. Chacun, il a vraiment l'environnement adapté à ses besoins. Là, ça va favoriser pour que les personnes en parlent, ça va les mettre en confiance et ça va être bénéfique pour tout le monde. Du coup, on a tendance aussi à dissimuler parce qu'on ne connaît pas non plus les bénéfices et les droits dont on peut bénéficier, donc nos droits, quand on ne dissimule pas le handicap. Il y a d'ailleurs, là, on vous a mis un lien vers une étude intéressante de la GFIP faite avec la PEC sur le sujet. Il y a aussi une étude qu'on va partager également avec vous quand on vous enverra le support si vous le souhaitez. C'est le résultat d'une enquête faite par la GFIP avec l'IFOP et d'autres acteurs, qui a été d'ailleurs présentée hier par la GFIP, qui vraiment, elle est très intéressante, parce qu'elle permet de tirer des enseignements très importants. Voilà pour la tendance à dissimuler. Et maintenant, quelle est la tendance à révéler? Donc souvent, comme l'a dit aussi Nadia au début, on a tendance plutôt à révéler sa situation de handicap trop tard, uniquement quand l'état de santé se dégrade et on ne peut plus le cacher, et aussi quand on a besoin d'aménagement, donc pour justifier ou légitimer sa demande. Et aussi pour dissiper les malentendus, parce que quand on ne sait pas que la personne elle a un handicap, facilement on va croire qu'elle n'est plus engagée, que le travail ne l'intéresse pas, ou elle est trop absente, alors que des fois des absences sont vraiment ponctuelles liées à un besoin, et permet de lever donc les soupçons sur le manque d'investissement qui pourrait être perçu dans le travail. Voilà un peu les tendances, à la fois de ne pas indiquer sa situation de handicap et aussi de révéler trop tard. Alors que si on révèle assez tôt, on peut éviter une dégradation, parce que si la personne, ses besoins sont bien pris en compte le plus en amont possible, bah, ça évite de dégrader sa santé, ça évite d'arriver à des situations où, je dis trop tard parce que quand c'est trop tard, ben, on n'a pas pu anticiper un éventuel maintien dans l'emploi, donc la personne peut perdre son emploi, dégrade sa santé, donc il y a vraiment des effets néfastes très, très importants. D'où l'importance d'agir, et les entreprises ont une responsabilité importante là-dessus, d'agir pour que les collaborateurs se sentent en confiance pour indiquer leur handicap, soit au courant, donc avoir une bonne connaissance, que ça les concerne, les avantages que ça leur procure, etc. Alors maintenant, Nadia, on va rentrer dans le cœur du sujet de notre webinaire, hein, la RQTH, ses enjeux et les leviers. Donc d'abord, avant de présenter les enjeux et les leviers, je te propose de nous dire ce qu'est la RQTH. Ouais. Alors, comme le disait Redouane, effectivement, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans l'entreprise, la personne, effectivement, va devoir passer par ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, pour en donner une définition, la RQTH, c'est effectivement un titre administratif qui est délivré par la Maison départementale des personnes handicapées. C'est une démarche qui est parfaitement personnelle, volontaire et confidentielle. Donc, absolument aucun établissement n'a accès à cette information, pas même les établissements bancaires qui parfois, en fait, voilà, on peut penser parfois qu'effectivement les établissements bancaires peuvent avoir accès à un tas d'informations. En tout cas, pour ce qui est de la RQTH et de la santé, les établissements n'y ont absolument pas accès. Il est important aussi de savoir que la RQTH en fait permet à la personne d'accéder à un dispositif qui va lui permettre de bénéficier d'un accompagnement à l'insertion professionnelle ou au maintien donc à l'emploi, et cette reconnaissance lui donne donc des droits et des avantages pour faire face en fait aux difficultés au travail qui sont liées au handicap.
Elle permet également donc de compenser les désavantages subis du fait du handicap. Et elle est généralement accordée pour une durée donc, de 1 an à 10 ans ou de façon illimitée selon les situations et selon la gravité en fait, de la problématique de santé. Donc voilà pour la définition de la RQTH. On va poursuivre aussi. Juste, Nadia, je fais une exception. Il y a une question que à laquelle je préfère répondre maintenant, puisqu'on parle de la RQTH. Une personne qui demande quelle est la différence entre RQTH et BOTH. Donc RQTH, c'est souvent une reconnaissance administrative qui permet de donner les droits, parce qu'on ne peut pas donner ces droits à quelqu'un qui vient se dire ouais, j'ai un handicap. Non, il faut le justifier, il faut que ça soit validé, parce que quand on fait une demande de RQTH auprès de la MDPH, il y a des acteurs de la santé qui vont vérifier la véracité du handicap, des besoins, etc. Donc il faut obtenir, pour être bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, là on parle de BOTH, donc pour être bénéficiaire de ces droits et permettre à l'entreprise aussi de mettre en place des conditions adaptées, il faut une reconnaissance. On parle par abus de langage de RQTH, mais il y a d'autres conditions, en fait d'autres types de reconnaissance administrative, comme le fait d'être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il n'y a pas besoin de demander la RQTH, ça fait office de RQTH. Quand on a une invalidité, en fait, il y a en tout cas plusieurs types. Même l'allocation à l'enfant, pour l'éducation de l'enfant handicapé aussi, fait partie des reconnaissances. Et toutes ces reconnaissances administratives qui justifient que la personne est là un handicap qui nécessite voilà, un environnement adapté, ça constitue, ça permet à la personne d'être BOTH, donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Parce que je le rappelle, la loi, comment dire, elle introduit ce qu'on appelle l'OETH, donc l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, qui incite les employeurs à atteindre 6% de son effectif rempli par des personnes qui ont une reconnaissance administrative, donc qui sont BOTH. J'espère avoir répondu à votre question. On va poursuivre, et si jamais il y a des précisions souhaitées, on peut les faire à la fin du webinaire. Alors, maintenant, on va présenter les enjeux de la RQTH. Je pense qu'on a déjà commencé à en parler. Le fait de ne pas indiquer qu'on est reconnu travailleur handicapé, donc on est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, quand on ne l'utilise pas et on le cache, ou on ne sait pas qu'on peut en bénéficier, c'est un enjeu sur la santé. Donc, ça veut dire que la personne, ses propres besoins ne sont pas pris en compte, donc ne pas avoir de conditions adaptées, ça peut dégrader la santé de la personne. Si la personne le cache parce qu'elle a peur de la stigmatisation, de la discrimination, etc., cette peur de cacher, etc., ça crée un stress et ça aussi joue sur la santé mentale de la personne. Donc, et du coup, si on prend en compte le handicap, on répond à l'enjeu sur la prévention des risques. L'entreprise elle a aussi une responsabilité de prévenir tout risque pour ses collaborateurs. Le fait d'avoir des conditions adaptées, ça permet de répondre aux besoins de bénéficier de conditions de travail adaptées, donc une qualité de vie et de conditions de travail, d'un bien-être. Et on sait que tout ça, quand on est bien au travail, on travaille mieux. Ça favorise la cohésion sociale, parce que si chaque personne bénéficie de conditions adaptées pour son travail et favorise la collaboration dans l'équipe et la compréhension des besoins de chacun, on répond aussi à l'enjeu cohésion sociale, on lutte contre la discrimination pour éviter que des personnes qui mentionnent
leurs besoins liés à leur handicap ne soient pas discriminés. C'est un enjeu aussi de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, au cœur de la RSE, on a des enjeux liés au handicap, donc on a des indicateurs que l'entreprise doit remonter sur sa politique handicap. Le fait que les collaborateurs soient bien dans leur entreprise, que leurs besoins soient pris en compte et que leur santé ne se dégrade pas et qu'ils sont maintenus dans leur travail, eh ben, ça permet de les fidéliser. Même ceux qui ne sont pas touchés par le handicap, ils voient leurs collègues que leur entreprise a fait tous les efforts pour les garder et leur offrir des conditions adaptées, ben, ça les met aussi en confiance. Ils se disent, si jamais demain ça m'arrive aussi, je suis dans la bonne entreprise. Donc développer la confiance, ça je viens de le dire. Ça joue aussi sur la marque employeur, parce que les collaborateurs en parlent, ça se sait facilement qu'on est bien dans son travail. Donc ça joue aussi sur la marque employeur et ça donne envie de rejoindre l'entreprise. Et ça crée un état d'esprit qui est très bien, de solidarité, d'esprit d'équipe, d'engagement. On sait bien qu'aujourd'hui, la quête de sens, elle est très, très importante. Donc, le fait d'être dans une entreprise avec cet engagement, on se sent utile, on sent qu'il y a un sens à notre travail. Le fait aussi de répondre à différents besoins et d'avoir des collaborateurs différents. Le handicap, c'est une forme de la diversité. Ça favorise l'innovation. Quand on essaie de répondre aux besoins de chacun, ça favorise l'accessibilité. Et tout ça, contribue à la performance de l'entreprise. Donc, on va passer maintenant aux droits et avantages, donc les leviers de la RQTH pour la personne. Et là, j'invite Nadia pour nous en parler. Je t'en prie, Nadia. Alors, effectivement, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet à la personne d'obtenir des droits et des avantages dans le cadre professionnel notamment. En premier lieu, effectivement, en cas de reconnaissance qualité de travailleur handicapé, la personne peut bénéficier d'un maintien dans l'emploi à partir du moment où effectivement la problématique de santé est compatible avec les fonctions et l'environnement de travail de la personne. Donc ça, c'est un premier point. La personne peut également donc bénéficier de ce qu'on appelle un reclassement, c'est-à-dire que si toutefois elle n'était plus en capacité, du fait de sa santé, d'occuper les fonctions qu'elle occupait telles qu'on les connaissait, elle peut, avec l'entreprise, effectivement, identifier un poste qui lui permettra d'être reclassée et de travailler sur des fonctions beaucoup plus compatibles avec son état de santé. Un autre avantage donc de la RQTH, c'est de pouvoir bénéficier de formation, également d'un suivi médical renforcé, et les demandes qui sont les plus présentes des personnes donc reconnues travailleurs handicapés, c'est effectivement les aides pour adapter l'environnement de travail. Donc on parle ici d'aménagement de postes. Ces aménagements, effectivement, ils peuvent être donc financiers, techniques, organisationnels ou humains. D'un point de vue technique, on peut parler donc d'aménagement de poste en mettant en place un double écran en cas de besoin. Ça peut être la mise à disposition d'un bureau adapté, d'un siège ergonomique. On voit aussi souvent la mise en place d'une souris adaptée. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses en fonction des besoins de la personne qui rencontre cette problématique de santé. Si on parle des aménagements donc organisationnels, on va effectivement parler de la mise en place d'horaires adaptés pour permettre à la personne de se rendre, par exemple, à des rendez-vous médicaux dont elle a absolument besoin, sans que cela ne pose problème à l'employeur. Enfin voilà, ça peut être vraiment tout un tas d'adaptations en fonction des besoins et de la situation de santé du collaborateur. La RQTH peut aussi majorer le CPF, donc le compte personnel formation. On peut bénéficier d'une retraite anticipée. Comme on l'a dit donc précédemment, effectivement, encore une fois, il est important de savoir que la RQTH n'a aucune incidence pour obtenir un prêt bancaire. Ça, c'est vraiment une notion que toute personne doit intégrer. Très bien.
On va parler maintenant des freins. Qu'est-ce qui constitue un frein à révéler sa situation de handicap, Nadia? Alors effectivement, malheureusement, les personnes en situation de handicap vont avoir beaucoup d'appréhension quand il s'agira de révéler la situation de handicap. Le premier frein, à mon sens, sera donc du fait de l'acceptation de la situation. C'est-à-dire qu'une personne effectivement qui voit donc apparaître la problématique de santé va être dans un premier temps en difficulté en fait d'accepter la situation. Elle va aussi se poser la question de se dire moi je suis pas en situation de handicap, je souffre par exemple d'un handicap invisible, ça peut être le diabète. J'estime que je peux toujours en fait mener mes activités telles que je les ai menées avant. Je peux aller faire un footing, etc. Donc j'estime ne pas être en situation de handicap. Donc la personne peut effectivement ne pas s'identifier au handicap et être dans une forme d'incompréhension vis-à-vis de sa situation en fait. Donc ça, c'est un des premiers freins, c'est effectivement l'acceptation du handicap. Il y a d'autres freins, effectivement, notamment celui qui fait comment dire, écho à la complexité, la lourdeur administrative quand il s'agit d'obtenir la RQTH. Effectivement, quand on demande la RQTH, on remplit un dossier auprès de la MDPH. C'est un dossier qui fait une quinzaine de pages, donc c'est une démarche assez lourde. Dans ce dossier, il y a beaucoup d'aides qu'on peut potentiellement demander. Et en fait, il faut quand même avoir connaissance de ses besoins pour demander en face les aides dont on pourrait bénéficier. Donc effectivement, il y a quand même une forme de complexité et de lourdeur administrative qui peut complètement freiner en fait la révélation du handicap. On a souvent la stigmatisation et les préjugés sur le handicap qui reviennent. On peut penser que les personnes en face vont se dire que voilà, je suis moins compétent, moins performant, moins efficace et qu'en plus de ça, je bénéficie d'avantages qui peut-être seraient pas compris en fait par le reste du collectif. Donc il y a cette crainte-là de la stigmatisation et des préjugés. Une crainte très forte aussi, c'est la crainte liée en fait au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle. Effectivement, on peut s'interroger de dire que si je révèle mon handicap, est-ce que on va quand même me maintenir en emploi et est-ce que j'aurai pas une limitation dans mon évolution professionnelle? Est-ce que je me verrai pas aussi confier des missions moins intéressantes que celles que j'ai pu avoir auparavant? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui vont vraiment se poser. La personne peut aussi craindre une dégradation de la relation avec son employeur, son manager ou ses collègues. Voilà, c'est une interrogation qu'on peut avoir également. Et la crainte, à mon sens, la plus importante, c'est tout de suite penser à non, mais si moi je révèle ma situation de santé ou si je fais part de mon handicap, c'est certain, je vais être amenée à l'inaptitude ou à la perte de mon emploi. Et donc, du coup, effectivement, on peut se dire non, non, mais moi, j'en parle pas, moi, c'est clair, personne ne le saura. Voilà. Et bien entendu, la crainte de l'exclusion quand il s'agit de révéler sa problématique de santé. Donc, est-ce que Redouane, tu peux voir, toi, de ton côté, comment on peut éventuellement lever ces freins et faciliter la révélation suffisamment tôt, en tout cas, comme on l'explique. Effectivement, tous ces freins, ils peuvent être levés, hein. Tous ces freins peuvent être levés grâce à l'engagement de l'employeur et grâce à la sensibilisation des collaborateurs. Je vais prendre juste le point sur la lourdeur administrative. Quelqu'un qui connaît bien la démarche, c'est facile et il peut accompagner. Donc on peut se faire accompagner et c'est évident, ça peut pas être trop simple. Sinon, tout le monde peut demander la RQTH pour bénéficier d'aménagements. Il faut que les aménagements, l'adaptation de l'environnement, etc., soient justifiés. Il ne faut pas que n'importe qui puisse disposer d'avantages non justifiés. Donc c'est normal que ça soit difficile, mais on peut se faire accompagner pour que ça ne soit pas un frein. Donc pour répondre à ta question Nadia, comment favoriser et faciliter la révélation de sa situation de handicap, en tout cas de ne pas le faire
trop tard, le faire le plus tôt possible. Évidemment, il faut accompagner dans la constitution du dossier par un expert bien identifié. Donc, ça peut être un référent handicap, ça peut être une personne habituée à le faire, quelqu'un de Cap Emploi, je pense, qui peut le faire. Ils accompagnent, ça fait partie de leur rôle. Informer sur la confidentialité de la démarche, donc développer la connaissance autour de la RQTH pour que la personne comprenne ses marges de manœuvre, comprennent ses droits, et donc c'est de la connaissance importante, déconstruire les préjugés et stéréotypes sur le handicap pour que la personne soit en confiance et n'ait pas ces craintes de discrimination et de stigmatisation, favoriser un environnement de travail adapté, c'est montrer l'exemple. Hein. Si un collaborateur voit que son collègue il a bien bénéficié d'aménagement, donc ça, il a la preuve que ça marche et ça peut le rassurer et faire en sorte qu'il se sente en confiance pour en parler. Le marque employeur, on en a parlé, le fait d'être reconnu comme employeur, on dit accueillant et engagé, et bien sûr communiquer sur les bénéfices de la RQTH en tout cas, ou de l'équivalent pour la personne et pour le collectif, parce que c'est tout le monde qui bénéficie du dispositif. Alors, communiquer sur les bénéfices, hein, on va faire un petit focus sur ça, montrer que ça permet à la personne de préserver sa santé, parce que si elle le cache, donc comme je l'ai dit, c'est déjà un stress de cacher, ça contribue pas au bien-être au travail, ça permet pas d'avoir des conditions adaptées. La personne, ça lui permet aussi de surmonter ses doutes, parce que quand on a des limites liées à notre handicap, ben, on peut se dire, est-ce que j'ai vraiment les aptitudes pour travailler? Est-ce que je peux travailler? Donc le fait de donner des conditions qui favorisent le travail, ben, ça permet à la personne de surmonter ses doutes, ça maximise les chances de maintenir la personne en emploi, parce que si ses besoins ne sont pas pris en compte et sa situation se dégrade à un certain moment, le maintien ne sera pas possible, alors que si on l'avait anticipé, on a mis en place toutes les conditions requises, ben, on va éviter, dans la plupart des cas, l'inaptitude et favoriser le maintien. Bénéfice d'aménagement, donc ça, on a parlé, je vais pas le redire. Nadia, elle a parlé de tous les types d'adaptation. Faciliter le travail en équipe, il faut sensibiliser tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de malentendus, etc. Voilà un peu ce qui est important sur le sujet. Très bien, on va continuer avec des actions et des solutions concrètes. Alors, j'ai juste... Alors, donc je continue. Comment apporter en fait une réponse adaptée à tout ce qu'on vient de voir. Évidemment, il faut agir de manière permanente toute l'année pour avoir une politique handicap inclusive, hein, qui crée cette confiance, qui permet de voir concrètement que c'est bien de révéler sa situation de handicap le plus tôt possible, c'est vraiment bien pour tout le monde, pour la performance, pour la qualité de vie au travail, pour la santé, tous les enjeux qu'on a vus. Donc il faut travailler sur sa marque employeur. Donc il y a des solutions pour valoriser son engagement, parce que évidemment, quand on fait des choses, c'est important de les faire savoir et d'être communiqué, donc la communication en interne aussi, la sensibilisation. Là, je vais parcourir rapidement un peu les principaux axes d'une politique handicap inclusive. Donc, il faut sensibiliser pour que les personnes prennent conscience et comprennent ce qu'est le handicap, ce qu'il y a derrière, etc. Il faut former aussi les acteurs, les référents handicap, les RH, les managers. Le manager, il est vraiment central dans une politique handicap parce qu'il intervient à différents stades, que ce soit au recrutement, à l'intégration, à l'encadrement, pour vraiment prendre en compte la situation de chacun.
pour l'évolution, etc. Donc la formation des acteurs, elle est très très importante pour atteindre un recrutement inclusif, un management inclusif. Il faut évidemment accompagner les personnes concernées et les différents acteurs. Et ça, il y a vraiment des acteurs spécialisés qui peuvent vous apporter des réponses à chacun de ces axes. Donc, quels sont les leviers et les moyens pour avoir une politique handicap inclusive? Il faut que cette politique handicap soit intégrée dans la stratégie de l'entreprise et portée par la direction générale. Il faut vraiment que la direction générale montre que c'est très important, communique sur son engagement et sur l'intérêt pour l'entreprise, parce que on a dit que l'entreprise elle a des engagements RSE, il y a son image aussi. Hein. Quand on mène une politique handicap inclusive, ça donne une image, une bonne image auprès des collaborateurs, auprès des candidats, auprès des clients, auprès des actionnaires. En fait, tout le monde voit que c'est une bonne entreprise. Il faut évidemment, on n'arrive pas à une politique handicap inclusive comme ça, juste en se disant je vais communiquer, je vais le vouloir. Il faut quand même mettre les moyens au niveau humain, au niveau organisationnel, au niveau financier, etc. Il faut aussi avoir des référents handicap. D'ailleurs, la loi, l'évolution de la loi, oblige les entreprises de plus de 250 salariés à avoir un référent handicap bien identifié, pour que toute personne qui a des besoins en lien avec le handicap sache à qui s'adresser et qui peut l'aider. S'appuyer sur des managers ambassadeurs. C'est bien que des managers qui ont eu des expériences avec des collaborateurs en situation de handicap pour qu'ils en parlent, hein, pour qu'ils montrent que ça fonctionne. Hein, donc c'est comme tout collaborateur, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais surtout ne pas se dire si ça fonctionne pas, c'est à cause du handicap. Ça peut être à cause d'autres choses, hein, comme pour tout collaborateur. En tout cas, c'est important de témoigner sur les expériences et d'avoir un engagement formalisé. On peut avoir un accord agréé qui définit l'engagement de l'entreprise de manière formalisée. On peut signer des conventions avec la GFIP, on peut signer des chartes d'engagement, etc. Et surtout, communiquer pour libérer la parole, pour associer tout le collectif, le mobiliser et l'engager. On va parler là quelques exemples d'actions concrètes. Au niveau communication, s'appuyer sur des témoignages. Ça peut être des témoignages vidéo de collaborateurs, de managers, mettre en place une sorte de guide, des ressources en interne pour que les personnes comprennent concrètement, des cas concrets, des exemples, l'intérêt, avoir la bonne connaissance sur le sujet, etc. Former. La formation, on l'a vu, c'est un levier très important. Je vous ai parlé au début d'une étude faite récemment, donc de l'enquête faite récemment par l'IFOP pour la GFIP et pour d'autres acteurs. Ça montre que le premier besoin pour favoriser l'égalité des chances et avoir une entreprise inclusive, c'est la formation et la sensibilisation. C'est vraiment ce qui ressort de cette enquête. Il faut recruter pour montrer l'exemple, hein, qu'on recrute. Par exemple, avec nos forums talent handicap, hein, qui sont des forums spécialisés et dédiés à l'emploi des personnes en situation de handicap, l'employeur, il communique à ses collaborateurs qu'il est en train de recruter. Donc ça montre que l'entreprise est engagée dans cette démarche de recrutement adapté, inclusif. Et le fait de recruter, montrer qu'on a mis en place des conditions adaptées pour l'intégration de la personne et que ça marche, ça envoie un signal très, très positif. Je t'invite, Nadia, à présenter les autres exemples. Oui. Alors effectivement, d'autres exemples d'actions concrètes. Certaines entreprises font le choix de mettre en place en fait ce qu'on appelle des hotlines externes, donc de confier leur hotline à des entreprises qui donc font intervenir des experts handicap pour permettre à la personne en fait ou à un collaborateur qui pourrait être en situation de handicap de prendre les renseignements dans un premier temps
par le biais de cette hotline. Juste pour le petit exemple, moi je vous disais tout à l'heure que j'étais référente handicap pour Omnes Éducation. J'ai mis en place en fait cette hotline moi-même. Cette fois-ci c'est une hotline donc en interne, et en fait je dédie le mercredi matin, c'est une plage complètement dédiée en fait aux personnes donc collaborateurs Omnes Éducation qui peuvent effectivement m'appeler pour me poser des questions dans un premier temps simplement, et si ces personnes le souhaitent, peuvent effectivement me demander un rendez-vous pour qu'on puisse aller un peu plus loin sur la question donc du handicap et que je puisse les accompagner. D'autres solutions et actions concrètes, ça peut être aussi la mise en place de PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel. C'est un stage de découverte en fait qu'on propose aux personnes handicapées. Ça peut être également la mise en place de CDD tremplin, de stage ou d'alternance. On peut aussi donc mettre en place le parrainage donc à l'image du duodé qui va se faire ce jeudi 21. C'est simplement une sorte de vie ma vie en fait, où un collaborateur de l'entreprise va partager le temps d'une journée son environnement de travail et communiquer sur ses missions auprès donc d'une personne qui est en situation de handicap. Et on peut aussi donc mettre en place tout un tas d'animations de façon récurrente. Ça peut être des mises en situation, des sensibilisations sur des thématiques, le sport, des dégustations. Ça peut être des sensibilisations par la réalité virtuelle. Ça peut être aussi de la mise en place d'événements ou de jeux en fait tout à fait ludiques que tout un tas d'acteurs du handicap proposent également. Très bien, merci Nadia. Là, Talent Handicap, il est vraiment là comme un acteur spécialisé pour apporter des solutions. Je vais vous présenter quelques solutions. Donc, on a les forums dont je vous ai parlé au début. On en a 5 organisés chaque année. Donc là, vous avez l'agenda 2025. Vous retrouverez dans le support si vous le demandez, avec 2 forums au début d'année qui font un focus sur l'alternance, parce que l'alternance aussi est un levier très important pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, je ne vais pas vous les citer tous. On a aussi un catalogue de formations spécialisées pour former, accompagner les différents acteurs, les référents handicap, les managers, les RH, etc., et même tous les collaborateurs. Donc ça également, vous pouvez le découvrir. Vous avez le lien vers le site internet Talent Handicap Formation qui décrit l'ensemble de ces formations. Vous avez une formation également sur le handicap invisible, sur la neurodiversité, sur la santé mentale, etc. Voilà, puis on a aussi des actions de sensibilisation comme le jeu de l'inclusion que nous pouvons organiser sur 5 thématiques qui sont essentielles en lien avec le handicap, autour des préjugés, autour du handicap invisible, autour de l'emploi, de la performance et de la posture. Voilà en gros ce qu'on peut vous présenter. J'espère que ce qu'on vous a présenté vous a plu, vous l'avez trouvé surtout utile. Donc là, on va répondre, avant de passer au mot de la fin, à vos questions. On va reprendre maintenant les questions qui ont été posées. Il y avait une question sur le Duo Day. Effectivement, la difficulté du Duo Day, c'est vrai que c'est plus facile pour une entreprise d'engager ses collaborateurs pour qu'ils accueillent le temps d'une journée des personnes en situation de handicap. Mais la difficulté que ces entreprises rencontrent, c'est qu'ils ont des volontaires côté collaborateurs, côté manager, mais ils n'ont pas de volontaires côté personnes en situation de handicap qui veulent se déplacer et passer la journée avec eux. Et c'est souvent la difficulté. Nous d'ailleurs, à travers les forums Talent Handicap, on est en contact avec plusieurs dizaines de milliers de candidats en situation de handicap. On a l'une des principales bases de données en France de candidats, et du coup, on aide les employeurs partenaires à communiquer auprès des candidats pour trouver justement des personnes qui vont former un duo avec leurs collaborateurs. Donc il y a des possibilités. En tout cas, beaucoup d'acteurs sont mobilisés autour du Duo Day pour trouver des personnes qui formeront un duo avec les collaborateurs. C'est un intérêt mutuel. D'un côté, les collaborateurs, quand ils reçoivent ou accueillent une personne en situation de handicap, ça les sensibilise parce qu'ils voient ce que c'est que le handicap, ils voient que c'est
personne avec des compétences, avec des besoins. C'est pas souvent on a le préjugé que le handicap c'est forcément lourd, alors que c'est la plupart des cas c'est l'inverse. D'ailleurs, il est souvent invisible, on ne sait même pas que la personne a un handicap. Voilà, pour le duo day, en tout cas, il y en a qui arrivent à former des duos et ça marche. C'est pas facile, mais si on... Alors moi, j'en ai formé 3 cette année, donc auprès de Omnes Éducation, et sincèrement, ça s'est fait de façon très simple et très fluide. Alors généralement, il faut juste savoir que sur 8 posts que j'ai publiés, 3 seulement ont été effectivement concrétisés, mais les 5 autres posts sont des posts très qualifiés qui, je pense, en fait, peuvent impressionner, faire peur les personnes en fait en situation de handicap. C'est quand même impressionnant d'intégrer une entreprise le temps d'une journée. Effectivement, voilà. Mais en tout cas, on en a quelques-uns qui se forment et qui se concrétisent. Très bien. C'est vrai qu'on est sur un sujet qui n'est pas simple, hein, mais il faut beaucoup d'engagement, et beaucoup de persévérance, de patience et voilà, ça se construit petit à petit, hein, et c'est sur du long terme. Pour le CPF, bon, les conditions, on va essayer de, si vous demandez le support, on peut vous envoyer des liens utiles qui expliquent comment peut être majoré le CPF. J'en ai une question d'une référente handicap qui est un peu démunie face aux personnes qui ne se considèrent pas en situation de handicap et qui ne souhaitent pas se faire reconnaître alors qu'elles auraient besoin d'aménagement. J'espère que ce webinaire vous a donné des solutions, mais si vous le souhaitez, on peut en parler. Est-ce que ça peut être un peu long? Il faut mettre en place des solutions avec des acteurs spécialisés. Hotline, effectivement, Talent Handicap, je ne l'ai pas présenté, mais a aussi une solution de hotline pour, c'est une permanence. Évidemment, on ne va pas mettre une hotline en permanence pour répondre à des questions de collaborateurs, mais c'est plutôt des permanences, des dates précises et de manière récurrente. Ça peut être une fois par semaine ou une fois par mois, en fait, selon la taille de l'entreprise et ses besoins, pour répondre de manière anonyme aux questions de vos collaborateurs. Donc ça, c'est possible avec nous, avec Talent Handicap. Vous pouvez nous contacter pour une démonstration du jeu de l'inclusion, avec plaisir. Juste demander vous pouvez aller sur le site Talent Handicap Formation et nous faire une demande de contact ou envoyer. D'ailleurs, dans le support, si vous récupérez le support, vous avez vous avez en fait l'email de Laura, je vais vous le présenter ici. D'ailleurs, vous avez Laura et vous avez aussi groupe@talent-handicap.com si vous voulez nous envoyer un mail. Je continue sur les questions. En tout cas, vous pouvez nous joindre par mail qui est fourni dans le support. Ces formations sont accessibles en mobilisant la plateforme directement. C'est une question. Désolé, je ne suis pas sûr de bien comprendre. En fait, les formations, il faut les organiser. Ce sont des formations généralement en classe virtuelle ou en présentiel, selon les besoins de vos équipes. Il y a des entreprises qui vont prendre des formations d'abord pour leur référent handicap, d'autres formations pour le manager. En tout cas, nous, on construit un parcours de formation adapté à chaque profil, à chaque acteur ou chaque groupe d'acteurs. Et on le fait principalement en intra-entreprise à des dates qu'on convient ensemble, comme j'ai dit, en classe virtuelle ou éventuellement en présentiel si besoin. Voilà, on fait quelques sessions inter-entreprises, mais c'est pas notre priorité. En fait, priorité, c'est vraiment de faire des formations personnalisées en fonction des besoins de chaque entreprise. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Pardon, il y a peut-être d'autres questions qui viennent se rajouter. Quels sont les avantages côté candidat et entreprise du CDD tremplin?
Oui, CDD Tremplin, c'est un dispositif qui est récent. Ça permet à une personne de signer un CDD, donc c'est un contrat durée déterminée. Il s'appelle Tremplin parce qu'il démarre d'abord dans une entreprise adaptée. C'est une entreprise qui a comment dire, qui bénéficie de certaines conditions et qu'emploie principalement plus de la moitié de ses effectifs sont remplis par des collaborateurs qui sont reconnus travailleurs handicapés. Et du coup, ils sont spécialisés, ils connaissent le sujet de l'emploi handicap. Et du coup, le collaborateur, d'abord, il signe un CDD avec une entreprise adaptée dans l'objectif que la personne intègre par la suite une entreprise dite ordinaire. Donc ça, c'est un avantage. L'entreprise, pour le candidat, bah, ça lui donne un tremplin. Hein. C'est plus facile de passer par un tremplin pour atteindre un CDI dans une entreprise ordinaire. Et pour l'entreprise, bah, ça lui permet d'être sûr que le collaborateur correspond à ses besoins parce que même si le CDD il est fait par l'entreprise adaptée, le collaborateur il va travailler dans l'entreprise en sous-traitance. En tout cas, c'est un sujet qui nécessite quand même un peu de temps pour bien l'expliquer. Question suivante, combien de temps prend un parcours pour obtenir la RQTH entre le dépôt du dossier et la décision en moyenne? Moi, je laisserai Nadia répondre, mais je pense déjà, comme première réponse, que ça dépend de chaque Cap emploi. Pas Cap emploi, chaque MDPH. Parce que c'est MDPH. de la MDPH. Effectivement, en moyenne, on compte entre 4 et 6 mois pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, mais bien évidemment, ça dépend des régions et donc des MDPH et du nombre de demandes qui est faite par département. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. 4 mois, sachant que quand on passe par, quand on est accompagné par le Cap Emploi, effectivement, le Cap Emploi, étant donné qu'il fait partie des commissions, a des délais, entre guillemets, préférentiels selon l'urgence, enfin préférentiel. Alors, selon l'urgence de la situation. Alors, il y a une information très importante. C'est que le collaborateur, hein, quand il fait la demande de la RQTH, dès le dépôt du dossier, même s'il n'a pas encore la RQTH, l'entreprise peut mobiliser toutes les aides et voilà, il y a un risque qui est pris et l'AGFIP accorde toutes les aides, il peut y avoir des aménagements, même si la personne n'a pas encore la réponse et n'a pas encore obtenu la RQTH. Donc, du coup, on peut agir immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre 4 à 6 mois. Sinon, ça peut causer d'autres dégâts. Il faut vraiment agir le plus en amont possible. Une information très importante, effectivement, de savoir qu'on peut d'ores et déjà mettre en place les actions à partir du moment où le dossier est déposé auprès de la MDPH. On nous demande aussi la lourdeur administrative. Non, pardon. C'est ça. Comment faciliter, ouais, pour faciliter la lourdeur administrative, à qui s'adresser? À qui s'adresser? On peut s'adresser à plusieurs organismes, une assistante sociale. La personne peut solliciter une assistante sociale. Ça peut être aussi donc un expert du Cap Emploi. Il y a des permanences qui sont assurées auprès de la MDPH, donc des personnes qui sont dédiées en fait à l'aide pour compléter le dossier. Donc vraiment, il y a tout un tas d'accompagnements proposés pour permettre l'accompagnement. Et puis après, dans l'entreprise, il y a généralement donc le référent handicap qui peut effectivement accompagner les personnes. Effectivement, si on est dans une entreprise où il y a un référent handicap, c'est la première personne à contacter avant. Donc ensuite, il y a, je parle des formations que vous proposez pour les référents handicap. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est par rapport au... Oui, en fait, je pense que ça mérite un échange pour vous présenter ou échanger avec vous autour des formations. Après, j'ai un salarié qui a un handicap sans répercussion sur son emploi. Il ne voit pas l'intérêt de nous communiquer sur quel argument avancer. Je pense que tout ce qu'on a dit pendant le webinaire vous donne pas mal d'arguments. Si vous avez des besoins de précision, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, puis on essaiera de voir comment on peut vous donner plus de détails. Très bien, je pense qu'on a fini les questions-réponses. On va conclure. En tout cas, des questions très intéressantes, très pertinentes. Donc, on va
passer au mot de la fin. Nadia, qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion à ce webinaire? Comme conclusion, simplement dire qu'effectivement, il est important de prendre en main la question de l'inclusion dans les entreprises pour justement permettre d'offrir un cadre de confiance aux collaborateurs. Ici, si on décrit un petit peu l'image, donc on voit bien donc sur la première image qu'on a souhaité mettre en place une forme d'égalité en proposant donc un caisson à chaque personne sans réellement prendre en considération les besoins des personnes. Donc finalement, on s'aperçoit que un caisson pour chaque personne est satisfaisant pour les deux personnes de droite. En revanche, le petit garçon reste quand même très handicapé par la situation puisqu'il ne voit toujours rien malgré son caisson. Sur la deuxième image, on a souhaité effectivement compenser le handicap en proposant un caisson, un nombre de caissons selon le besoin de la personne. Donc le petit garçon, il a 2 caissons, il voit beaucoup mieux. La personne au milieu n'en a pas simplement parce qu'elle est suffisamment grande. Et la troisième personne donc a un seul caisson. Donc là, on a adapté effectivement la compensation selon le besoin. Tout le monde voit, c'est très bien, sauf que au final, on peut parfaitement aller directement sur l'axe donc de l'accessibilité en se disant et en réfléchissant en amont aux besoins de la personne. Plus on réfléchit en amont aux besoins de la personne, plus on parviendra en fait à une forme d'accessibilité et de ce fait offrir en fait une visibilité dans le cadre de la troisième image aux 3 personnes simplement en retirant le petit muret qui gênait une partie. Donc là, on est clairement en fait dans l'accessibilité qui permet effectivement une forme d'équité et d'inclusion. Tout à fait, merci Nadia. C'est vrai qu'en enlevant le mur, c'est plus facile, ça nécessite quand même des efforts au début, mais au moins on ne se pose plus la question qui a besoin de 2 questions, qui en a pas besoin, etc. Et là, on favorise en plus la participation et l'accès et de manière équitable pour tout le monde. Et c'est ce qu'on cherche à développer dans le monde du travail et même dans la société tout entière. Donc c'est vrai que l'égalité peut être, peut avoir comme conséquence l'exclusion. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans l'équité, dans l'égalité des chances. Vraiment, c'est ce qu'on essaie d'atteindre pour que chacun puisse contribuer pleinement à l'activité économique, à la société, et parce que chacun peut réellement être utile. Et chacun, il faut qu'on arrive à développer tout ça, et ça passe par plein d'actions, notamment que les personnes soient en confiance, ne cachent pas leurs besoins pour leur santé, pour leur performance. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux très important où tout le monde peut agir et tout le monde a une responsabilité là-dessus. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont participé. On a débordé de quelques minutes. On vous souhaite une belle semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, une belle semaine tout court et un excellent appétit parce que c'est l'heure de déjeuner. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Vous avez l'adresse mail pour nous contacter. Vous pouvez avoir le support. On va vous envoyer en plus le lien vers l'étude dont je vous ai parlé avec une enquête très intéressante, avec vraiment des enseignements très intéressants, très importants qu'on peut en tirer. Voilà, nous restons à vos dispositions. Si vous avez besoin d'informations, vous avez des questions, vous avez besoin de solutions, parce qu'on est vraiment là pour apporter des solutions pertinentes. On le fait avec un réel engagement, avec un réel plaisir, parce que voilà, on souhaite agir et contribuer à ce que l'entreprise soit plus inclusive, qu'il y ait une réelle égalité des chances. Merci beaucoup. Très bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.